Tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Et tout commence par une décision. Peut-être qu'aujourd'hui les choses te semblent désorganisées. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, de simplement réagir à ce qui se passe, comme si tes journées étaient dirigées par les circonstances, et non par toi. Mais la vérité, c'est que personne ne fera cela à ta place. Il arrive un moment où il faut se lever, prendre sa place et reprendre les rênes de sa propre vie. Quelle est ta place au sein de ta famille? Quelle est ta valeur dans ton travail, dans tes amitiés, dans le monde? Ces réponses ne tombent pas du ciel. Elles demandent de la présence, de la responsabilité et une direction. Remettre de l'ordre dans sa vie va bien au-delà d'être organisé. C'est avant tout un acte de courage. C'est assumer, en toute conscience, qui tu es et ce que tu es venu accomplir ici. Et cela demande de l'intention. Cela demande de la concentration, de la discipline et l'utilisation des bons moyens pour construire peu à peu une vie pleine de sens. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 stratégies stoïciennes qui peuvent t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie et à vivre avec plus de sens. Chacune de ces stratégies fonctionne de manière indépendante, mais lorsque tu comprends la valeur de chacune et que tu les appliques ensemble, l'impact est réel et profond. C'est pourquoi, ne considère pas cette vidéo comme un simple contenu de plus. Implique-toi vraiment. Fais-en un engagement envers toi-même. Et si tu veux faire le premier pas maintenant, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je remets de l'ordre dans ma vie comme un stoïcien ». Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un signe clair que tu es prêt à reprendre le contrôle et à vivre la vie que tu mérites réellement. Maintenant, commençons. Première stratégie. Ne laisse pas l'énergie stagnante. Pense à la sensation d'ouvrir une armoire complètement pleine, remplie de vêtements que tu ne portes même plus. Rien qu'en regardant, on a déjà cette impression de désordre, de confusion, comme si même ton esprit devenait brouillé face à cela. Maintenant, imagine le contraire. Ouvrir cette même armoire et y trouver tout bien rangé, uniquement des pièces que tu utilises vraiment, qui te vont, qui ont du sens. La différence est presque physique. Tu ressens le soulagement, la légèreté, la clarté. Le problème d'accumuler trop de choses, ce n'est pas seulement le manque de place, c'est le poids mental que cette accumulation provoque. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes vivant dans des environnements désorganisés ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus tu accumules de choses, plus ton esprit entre dans un état constant d'alerte et d'épuisement. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Un homme ne peut perdre que ce qu'il possède ». Et cette phrase révèle une vérité inconfortable. Le problème ne vient pas de la perte en elle-même, mais de l'attachement que nous créons autour de ce que nous possédons. Lorsque tu t'attaches trop à tes affaires, tu te mets à vivre dans une peur constante de les perdre, et cette peur te rend vulnérable, tendu, distrait. Maintenant, réfléchis avec sincérité. Si demain tu perdais la moitié de ce que tu possèdes, ta vie deviendrait-elle vraiment pire, ou aurais-tu simplement moins de bric-à-brac à gérer? Bien souvent, nous ne réalisons pas que ce qui bloque notre esprit, c'est précisément l'excès que nous transportons. Le minimalisme, dans ce sens, ne consiste pas à vivre avec le moins possible, mais à éliminer ce qui ne sert plus, pour faire de la place à ce qui compte vraiment. C'est comme essayer de marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Tu peux avancer de quelques pas, mais le poids draine ton énergie et rend tout plus difficile. Quand tu commences à retirer ce qui est superflu, le chemin devient plus léger. Ton esprit s'éclaircit, ton énergie revient, ton attention se tourne vers l'essentiel. Alors n'attends pas le moment idéal, commence maintenant. Prends un sac, ouvre un tiroir, une armoire, et demande-toi « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ?» Si la réponse est non, ne le garde pas un jour de plus. Donne, vends ou jette. Mais ne retarde pas le soulagement de te libérer de ce qui n'a plus de sens. Chaque fois que tu élimines un excès, tu récupères un morceau de ta paix. Et souviens-toi, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes. Ta valeur ne réside pas dans le nombre d'objets que tu as accumulés, mais dans la clarté de qui tu es, dans la légèreté que tu as choisi de vivre. Libère-toi de ce qui pèse et observe comme tout autour de toi commence aussi à mieux respirer. Deuxième stratégie, garantis ta liberté. À un moment donné, tu devras affronter le fait que certaines choses ont plus de contrôle sur toi qu'elles ne le devraient.
Et ce n'est pas la peine de faire semblant que ce n'est qu'une distraction inoffensive ou une habitude sans importance. Aussi discipliné que tu sois, il y a toujours quelque chose qui agit comme si c'était aux commandes, et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par obéir. C'est comme conduire une voiture en ligne droite et soudainement, le volant commence à tourner tout seul. Tu essaies de corriger, mais il insiste pour sortir de la trajectoire. C'est ainsi que fonctionnent les dépendances. Elles prennent subtilement le contrôle de tes mains, jusqu'au moment où tu te rends compte que tu ne choisis plus vraiment librement. Et le plus dangereux, c'est que cela ne vient pas toujours de quelque chose de grand ou de scandaleux. Parfois, cela se cache dans le geste automatique de prendre son téléphone sans raison, dans cette envie presque compulsive de manger un dessert après le déjeuner, même sans avoir faim, ou dans l'habitude silencieuse de boire un verre de vin ou une bière chaque soir pour se détendre, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'arrives plus à passer une soirée sans cela. Le physicien Richard Feynman a vécu une expérience révélatrice. Un jour ordinaire, entre deux cours, il a ressenti un désir intense pour une boisson. Il n'était pas alcoolique, mais cette impulsion hors de son contrôle a suffi à allumer un signal d'alerte. Il a compris, à ce moment-là, que l'alcool avait plus d'influence sur ses décisions qu'il ne voulait bien l'admettre, et il a décidé d'arrêter. Non pas par obligation, mais par principe. Dwight Eisenhower, ancien président des États-Unis, a vécu quelque chose de similaire. Il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Après une crise cardiaque, son médecin lui a dit qu'il devait arrêter immédiatement. Et sa réponse fut directe. « Je me suis donné l'ordre d'arrêter. » Et il a arrêté. Ce n'est pas parce qu'il est soudainement devenu plus fort ou éclairé, mais parce qu'il a compris qu'il était dirigé par quelque chose d'extérieur. Et cela était incompatible avec la vie qu'il voulait mener. Les stoïciens ont toujours été clairs. La liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le pouvoir de refuser ce qui ne nous sert plus. Si tu ne peux pas dire non, alors tu n'es pas aux commandes. Et se trompe celui qui pense que cela se limite aux dépendances, comme la cigarette, l'alcool ou les jeux. Très souvent, ce qui vole ta liberté, ce sont les petites concessions quotidiennes, déguisées en routine qui drainent ton énergie, ta clarté et ton autonomie sans que tu t'en aperçoives. C'est pourquoi tu dois t'arrêter et te poser cette question avec honnêteté. De quoi crois-tu avoir besoin pour te sentir bien? Le petit déjeuner sans lequel ta journée ne commence pas? Le téléphone à côté du lit? Le dessert inévitable après le dîner? Maintenant, imagine ce que ce serait de regarder ces choses et de savoir que tu peux les avoir, mais que tu n'en as pas besoin. Voilà la véritable liberté, pouvoir faire, mais ne pas dépendre. L'idée ici n'est pas de tout couper radicalement, mais de commencer à reprendre le contrôle à travers de petits tests. Choisis une habitude qui t'a pris le dessus et fais une expérience pendant 7 jours. Si le café est essentiel, réduis à une demi-tasse. Si ton téléphone te distrait, essaie de le laisser dans une autre pièce pendant la nuit. Si tu perds des heures sur les réseaux, configure une limite de temps. Ce n'est pas une punition, c'est un exercice de pouvoir personnel. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté commence par la maîtrise de soi. Et comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même. La question qui reste est simple. Veux-tu être libre ou continuer à être conduit par tes propres impulsions? Le choix est devant toi et le contrôle aussi. Troisième stratégie, pratique le pardon. Garder de la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent en espérant que l'autre se brûle. Au début, tu crois que tu te protèges, que garder la douleur vive te donne une certaine force ou un sentiment de justice. Mais avec le temps, tu réalises que le seul à être brûlé, c'est toi. À chaque souvenir amer, à chaque pensée de vengeance, c'est comme si tu serrais encore plus fort ce charbon, intensifiant la douleur jusqu'au point où tes mains sont tellement blessées que tu n'arrives même plus à les tenir en paix. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste, ni que tu dois accepter à nouveau la présence de cette personne dans ta vie. Pardonner, c'est simplement lâcher ce qui te fait du mal. C'est choisir de se libérer du poids qui t'enchaîne. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme ton ennemi. Quand tu pardonnes, tu ne décharges pas l'autre de sa responsabilité. Tu te libères, en réalité, de la prison émotionnelle que ce ressentiment a créée en toi. Je te dis cela en connaissance de cause, parce que j'ai vécu cette expérience. Il y a plusieurs années, j'ai eu un profond désaccord avec quelqu'un que je considérais comme un membre de la famille.
Je me suis senti trahi, et cette blessure me rongeait de l'intérieur. Pendant longtemps, j'ai nourri ce ressentiment comme s'il s'agissait d'un bouclier, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il ne faisait que m'éloigner de la paix que je cherchais tant. Un jour, j'ai décidé d'écrire à cette personne. J'ai présenté mes excuses pour ce que j'avais pu faire de mal, et j'ai essayé d'ouvrir un espace pour une conversation sincère. La réponse a été froide, défensive, totalement éloignée de la réconciliation que, au fond, je désirais. Mais quelque chose en moi a changé. Je me suis senti en paix. Pour la première fois, ce poids a disparu de mes épaules. Pas parce que l'autre a réagi comme je l'espérais, mais parce que j'avais fait ma part. J'ai pris la responsabilité de ce qui m'incombait. J'ai accepté que je ne peux pas contrôler les réactions des autres. Je peux seulement choisir comment moi je vais agir. Et cela, en soi, a déjà été libérateur. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre souffre. Tu as l'impression de te protéger. Mais en réalité, tu te blesses un peu plus chaque jour. Le pardon brise cette chaîne invisible qui te relie au passé et ouvre un chemin vers une vie plus légère, plus intègre, plus tienne. S'il y a quelqu'un que tu dois pardonner ou à qui tu dois demander pardon, n'attends plus. Fais-le avec sincérité, avec clarté et avec humilité. Si c'est bien accueilli, tant mieux. Sinon, tu auras au moins la tranquillité de savoir que tu as fait ce que tu pouvais. Tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, mais tu contrôles ta propre décision de chercher la paix. Choisis de guérir, plutôt que de te blesser davantage. Le passé ne peut pas être refait, mais l'avenir est entre tes mains. Et avant de continuer, si ce contenu fait écho en toi et t'aide à voir la vie avec plus de clarté, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car nous avons encore beaucoup à construire ensemble. 4e stratégie. Prends soin de ce qui entre dans ton esprit. Ce que tu permets d'entrer dans ta vie détermine la qualité de tes journées. Si tu te nourris d'informations toxiques, de conversations lourdes et de stimulations négatives, tu ne peux pas espérer que ton esprit produise de la clarté, de l'équilibre ou du bien-être. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau pure et y laisser tomber quelques gouttes de boue. La saleté peut sembler insignifiante, mais elle suffit déjà à tout contaminer. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous permettent ce type de contamination tous les jours. Ce que tu consommes, les profils que tu suis, les groupes auxquels tu participes, les conversations que tu entretiens, tout cela constitue le contenu de ton esprit et petit à petit influence ta manière de penser, de ressentir et de réagir. Si tu vis entouré de négativité, de drames, de bruit constant, ton esprit va inévitablement reproduire ce même schéma. Marc Aurèle l'avait déjà signalé: si tu te mêles aux imbéciles, ne t'attends pas à ce que la sagesse reste en toi. Et il avait raison. Fréquenter des personnes qui passent leur temps à se plaindre, à colporter des ragots, à cultiver le chaos, c'est comme essayer de maintenir un bateau à flot pendant que quelqu'un insiste pour percer des trous dans la coque. Peu importe à quel point tu rames, l'eau finira par entrer et l'embarcation coulera. Pense aux dernières fois où tu es resté à faire défiler ton fil d'actualité, à regarder des vidéos polémiques ou à lire des commentaires toxiques. Est-ce que cela t'a apporté plus de légèreté? Ou est-ce que cela t'a laissé plus agité, plus anxieux, plus vidé? Combien de fois as-tu terminé de regarder les informations en te sentant mieux informé? Ou es-tu reparti avec de la colère, de l'indignation, de la peur face à l'avenir? Cela ne veut pas dire que tu dois te déconnecter du monde ou t'isoler des gens, mais il est essentiel d'être intentionnel quant à ce que tu laisses entrer. Si quelqu'un ne te contacte que pour se plaindre, pourquoi réponds-tu encore? Si un groupe ne fait que répandre des critiques et du découragement, pourquoi y es-tu encore? Si un profil ne partage que la vie des autres de manière superficielle, pourquoi le suis-tu encore? Prendre soin de ce qui entre dans ton esprit est un acte de responsabilité. Si quelque chose t'épuise émotionnellement, ferme cette porte. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu ne dois pas te sentir coupable de protéger ta propre paix. Essaie pendant une semaine. Mets en sourdine les profils qui te font te sentir moins bien. Quitte les groupes qui ne t'apportent rien. Réduis le temps passé à consommer des nouvelles qui ne font que propager la peur. Et utilise ce temps pour toi, pour faire quelque chose qui te nourrit, qui te connecte à la personne que tu veux devenir. La qualité de ta vie s'améliore au moment même où tu décides de prendre soin de ce qui nourrit ton esprit. Parce que le principe est simple. Si tu laisses entrer des déchets, tu produiras des déchets.
Mais l'inverse est aussi vrai. Quand tu t'entoures de bonnes influences, ton esprit répond avec plus de clarté, tes décisions s'améliorent et ton énergie change. Le filtre est entre tes mains, et le pouvoir aussi. 5e stratégie, commence à dire plus souvent non. Dehors, tout semble exiger ton attention. Email, messages, tâches, réseaux sociaux. Et au milieu de tout cela, tes rêves finissent par être remis à plus tard. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que ton esprit est fatigué. La journée commence à peine et tu as déjà l'impression d'être en retard. Cela paraît moderne, mais ce chaos existait déjà à l'époque des stoïciens. Eux aussi faisaient face à des journées bien remplies, des obligations sociales et une pression constante. Le problème n'a jamais été de faire trop de choses. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait « Si tu veux la tranquillité, demande-toi, est-ce essentiel ?» La plupart de ce que nous faisons ne l'est pas. Quand tu commences à éliminer ce qui est superflu, ce qui a de la valeur devient plus clair. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de faire plus, c'est de faire moins. Il ne s'agit pas seulement de réduire les tâches, mais aussi de libérer l'espace mental qui est occupé par des obligations, des attentes et des engagements qui drainent ton énergie. As-tu vraiment besoin d'accepter cette invitation alors que tu sais déjà qu'elle va t'épuiser? As-tu besoin de participer à une réunion qui pourrait être résolue par un simple email? Dire non, c'est un acte d'attention envers toi-même. Quand tu dis oui à tout, tu dis non à toi, à ton bien-être, à ton temps, à tes projets. Et quand tu commences à refuser ce qui n'est pas essentiel, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Ta santé mentale, ta famille, tes projets qui ne voient jamais le jour par manque de temps. Sénèque rappelait que vivre en courant ne veut pas dire être productif. Parfois, c'est juste un esprit agité qui essaie de se sentir utile. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, mais tu restes au même endroit. Pense à quelqu'un qui veut mieux gérer ses finances. Il travaille beaucoup, économise quand il peut, mais se laisse aller à des achats impulsifs, des promotions, des fêtes de fin d'année. Et en janvier, toutes les factures tombent en même temps. Fournitures scolaires, assurance santé, charges de copropriété. Et le salaire disparaît. Le problème, ce n'est pas seulement l'argent. C'est l'absence de priorité. Tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu dois dépenser moins pour ce qui n'est pas essentiel. Tu dois apprendre à dire non. As-tu vraiment besoin d'un nouveau téléphone? Est-ce nécessaire de commander à manger 3 fois par semaine? Est-ce vraiment le bon moment pour changer de voiture? Quand tu commences à couper ce qui est superflu, l'essentiel apparaît. Une dépense évitée peut devenir le début d'un fonds d'urgence. Cela peut être l'argent qui manquait pour une formation capable de transformer ton avenir. Apprendre à dire non est un signe de maturité et tu n'as pas besoin de te justifier. Un simple « non, merci » suffit. Plus tu pratiques cette limite consciente, plus tu réalises que tu reprends le contrôle de ta vie. Tu penses mieux, tu vis mieux. Le temps qui te semblait si court commence à porter ses fruits. Tes priorités deviennent claires et ta paix revient. Tu n'as qu'une seule vie. Ne gaspille pas ton énergie pour ce qui ne t'apporte rien. Commence à dire non à ce qui t'épuise et oui à ce qui te fait du bien. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de faire plus, c'est, enfin, de faire moins. 6e stratégie. Nettoie la poussière mentale. As-tu déjà remarqué comme la journée te rend plus lourd, même quand tu commences bien? Le matin, le corps est léger, l'esprit tranquille. On dirait que tout est en ordre. Mais le soir, c'est comme si tu portais le poids de 1000 petites choses accumulées en chemin. La pression du travail, une conversation difficile, un imprévu, ce commentaire agaçant qui est apparu sur les réseaux sociaux. Tout cela s'accumule en toi, comme une fine couche de poussière émotionnelle qui, peu à peu, se transforme en épuisement. La vie fonctionne ainsi. Tu te réveilles propre, mais tu termines la journée sale. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Sale d'émotions non traitées, de pensées répétitives, de tensions accumulées. Et de la même manière que le sol de ta maison doit être balayé tous les jours, ton esprit a lui aussi besoin d'un soin constant pour ne pas devenir un dépôt de tout ce que le monde déverse sur toi. Les stoïciens comprenaient profondément ce besoin. Marc Aurèle disait qu'il était essentiel de laver la poussière de la vie terrestre. Et il ne parlait pas d'une douche en fin de journée, mais d'un processus intérieur, d'une pratique mentale permettant de retrouver son axe, de récupérer la clarté et de restaurer le calme.
Il s'agissait de nettoyer l'esprit, non le corps. Pense à toutes les fois où tu es revenu d'une promenade en te sentant plus léger, ou à ce moment où rester 1 heure loin de ton téléphone t'a rendu une paix que tu ne savais même pas avoir perdue. Ces instants simples sont des façons de nettoyer la poussière. Ce sont de petites pratiques qui ralentissent le rythme, te ramènent au présent et allègent le poids que la journée a tenté de poser sur toi. Les stoïciens utilisaient différents chemins pour cela. Socrate aimait jouer de la musique, plaisanter, rire. Il comprenait que la légèreté est aussi une forme de sagesse. Sénèque valorisait les moments de loisir, les bonnes conversations, un repas tranquille comme moyen de restaurer l'équilibre émotionnel et de rééquilibrer l'âme. Aujourd'hui, cela peut se traduire de nombreuses manières. Une séance intense à la salle de sport, une prière avant de dormir, une longue douche, le silence du matin avec un café chaud à la main ou simplement une conversation honnête avec quelqu'un de confiance. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est l'intention de nettoyer, de réinitialiser, de revenir au centre. L'erreur est de croire que cela n'arrive que lors d'occasions spéciales. Comme si le soulagement ne pouvait être ressenti qu'en vacances, dans une retraite spirituelle, ou dans les montagnes d'un lieu lointain. La vérité, c'est que ce nettoyage doit avoir lieu chaque jour, dans l'environnement où tu vis, avec les ressources que tu as déjà. Car le monde ne cessera jamais de te couvrir de poussière, mais tu peux choisir de ne pas la laisser s'accumuler. C'est pourquoi, identifie ce qui t'aide à te sentir propre. Découvre quel est ton rituel de décharge émotionnelle. Cela peut être le silence, le mouvement, la prière, la lecture ou un moment d'introspection. L'important, c'est que tu crées un système léger, possible et qui fonctionne pour toi, quelque chose qui, même dans les jours difficiles, t'aide à ne pas emporter toute la journée dans ta tête. Tu n'as pas de contrôle sur tout ce qui se passe dehors, mais tu as un pouvoir total sur la manière dont tu réagis à l'intérieur. Et lorsque ce nettoyage devient une habitude, tu protèges ton esprit de la surcharge. Parce qu'au bout du compte, même l'esprit le plus fort finit par céder lorsqu'il est négligé trop longtemps. 7e stratégie. La beauté se trouve dans les choses simples. Tu sais, cette légèreté qui vient après une douche chaude ou une promenade sans se presser? Ce n'est pas seulement le corps qui se détend, c'est l'esprit qui respire. Quand tu ralentis et que tu te connectes à quelque chose de simple, comme le son du vent ou l'odeur de la pluie, tout en toi commence à se réorganiser. Mais dans la course du quotidien, on s'habitue à vivre en pilote automatique. On se réveille, on attrape son téléphone, on travaille, on affronte les embouteillages, et on rentre à la maison déjà fatigué, sans avoir eu un vrai moment de pause. Avec le temps, cet étouffement devient la nouvelle norme. Et cette impression qu'il manque quelque chose s'installe, parce qu'il manque vraiment quelque chose. Quand l'esprit est surchargé par les notifications, les pressions et les bruits, il n'arrive plus à voir clair. Penser avec lucidité dans cet état, c'est comme essayer de respirer dans une pièce sans air. Mais tout change quand tu brises ce cycle. Une simple promenade, sentir le soleil sur la peau ou entendre les feuilles bouger, peut te vider la tête plus efficacement que n'importe quelle distraction numérique. Je me souviens d'un jour où je suis sorti marcher, sans me presser, sans but précis. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais toujours. Le chant des oiseaux, l'odeur de la terre mouillée, le vent sur mon visage. Je suis revenu différent, plus léger, plus calme, plus présent. Comme si mon esprit était revenu à sa juste place. La nature a ce pouvoir. Elle n'exige rien, elle invite simplement. Il ne s'agit pas de fuir la ville, mais de se reconnecter à l'essentiel. Les stoïciens valorisaient le fait de vivre en harmonie avec la nature, parce qu'elle remet tout en perspective. Ce qui paraissait énorme devient soudainement plus petit. Si ton esprit est trop encombré, commence par le simple. Laisse ton téléphone à la maison et va marcher. Regarde le ciel, sens le vent. Écoute les sons autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être dans une forêt ou sur une plage pour te sentir bien. Tu as juste besoin d'être présent à ce qui est déjà là. La beauté est dans les petites choses, l'odeur du café, la pluie qui tombe, le bruit de tes pas. Quand tu t'autorises à remarquer cela, tout ralentit. Et dans cette pause vient la clarté. Comme l'a dit Sénèque, la vie est assez longue si on sait l'utiliser. Eh bien, vivre commence justement dans ces instants simples de présence. Accorde-toi ce temps. Sors, respire, ressens.
tu reviendras différent, avec l'esprit plus léger et le cœur plus en paix. 8e stratégie, utilise mieux ton temps. Si tu as l'impression que les jours passent à toute vitesse et que malgré cela, tu n'avances pas, peut-être que le problème n'est pas le manque de temps, mais plutôt la manière dont tu utilises le temps que tu as déjà. Au lieu de courir davantage, c'est peut-être le moment de t'arrêter et de te poser la question. Où passe mon temps? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut t'ouvrir les yeux. Combien de temps dans ta journée est consacré à des tâches qui auraient pu être évitées avec un peu plus d'organisation? Combien de temps est perdu sur les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les distractions inutiles? Pense au temps comme à un budget. Si tu ne fais pas attention à la façon dont tu le dépenses, il disparaît tout simplement. Avec une différence, l'argent, tu peux le récupérer. Le temps, non. Sénèque disait déjà, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Le problème ne vient pas des heures disponibles, mais des choix que nous faisons, presque toujours de manière automatique. Tu as sûrement déjà vécu cela. Tu prends ton téléphone juste pour répondre à un message et sans t'en rendre compte, tu as perdu presque 1 heure. Ou bien tu t'occupes d'une tâche simple et tu reviens chargé de distractions. Ces petites fuites absorbent ton énergie et ta vie sans que tu t'en rendes compte. La solution? Fais un audit de ton temps. Choisis un jour pour observer où vont tes heures. Note tout, même les pauses entre 2 tâches. En voyant cela clairement, tu réaliseras combien de temps tu perds dans des choses qui ne comptent pas. Tu veux aller plus loin? Fais le test de la valeur. Avant de commencer quoi que ce soit, demande-toi. Si je n'avais plus qu'1 mois à vivre, est-ce que je passerais mon temps à faire ça? Si la réponse est non, il est peut-être temps de repenser ce choix. Être occupé, ce n'est pas la même chose qu'être productif. Souvent, nous faisons seulement passer le temps, en courant sur un tapis roulant sans avancer. Et cela génère de la fatigue, mais pas de résultat. Si tu veux reprendre le contrôle, commence doucement. Consacre 15 minutes à la fin de ta journée pour revoir comment tu as utilisé ton temps. Ensuite, élimine ou réduis ce qui ne t'emmène nulle part. Crée des blocs de temps pour ce qui compte vraiment. Étudier, s'occuper de la maison, faire du sport. Avec un emploi du temps bien défini, il est plus facile d'éviter les dérives. Le temps est ton bien le plus précieux, et si tu ne t'en occupes pas, il sera rempli par n'importe quoi, sauf par ce qui compte vraiment. Nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence réside dans la manière dont chacun choisit de les utiliser. C'est pourquoi il vaut la peine de se rappeler encore une fois ce que disait Sénèque. Ce que nous devons faire, c'est ne pas vivre comme si nous attendions que la vie commence. 9e stratégie, mette-toi au défi d'agir. Peut-être que tu as commencé l'année avec des projets, des objectifs et de l'enthousiasme. Mais la routine a pesé, les problèmes sont apparus, et sans t'en rendre compte, tout est parti dans tous les sens. Cela ne signifie pas que l'année est perdue. Au contraire, il reste encore du temps. Comme l'enseignent les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est passé, mais ce que tu fais à partir de maintenant. Marc Aurèle disait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et comprendre cela change tout. Ce qui est déjà arrivé est arrivé. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire avec ce qu'il te reste. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as juste besoin de commencer, un pas à la fois. Réorganiser sa vie ne demande pas de grands changements d'un coup, mais de petits gestes constants, chaque jour. Chaque choix simple, se lever même fatigué, garder sa concentration, agir avec gentillesse, renforce qui tu es. Et c'est ainsi que le vrai changement se produit, dans les petites décisions prises avec fermeté. Les stoïciens n'attendaient pas le bon moment. Ils savaient que le bon moment, c'est maintenant. Si tu attends la motivation ou les conditions idéales, tu resteras immobile. C'est à toi de donner l'élan. Se relever après une chute ou sortir de l'inertie demande de la force, mais plus encore, cela demande une décision. Personne ne peut le faire à ta place. Il faut du courage pour faire face à l'inconfort, à la douleur de recommencer. Mais c'est justement là que réside ta force. Rester au même endroit semble plus facile, mais grandir exige du mouvement. Cela exige que tu quittes ce que tu connais, que tu affrontes la résistance et que tu avances, même sans savoir exactement où cela te mènera. Pense à une huître. Elle ne crée une perle que lorsqu'elle est blessée. La douleur transforme le grain de sable en quelque chose de précieux,
Pour toi, c'est pareil. Les jours difficiles forgent ta force. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur, continuer, même quand tout en toi veut s'arrêter. C'est dans ce moment-là que le stoïcisme prend tout son sens. Quand tu comprends que l'action ne vient pas de la facilité, mais de la nécessité. C'est cela, l'invitation. Te défier d'agir, parce que la perle ne naît qu'après la douleur. Et c'est peut-être maintenant le moment de commencer à construire la vie qui t'appartient. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et félicitations d'être arrivé jusqu'ici, cela montre que tu es vraiment engagé à grandir. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profitant pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.